Bonjour à tous, je suis très heureux de vous recevoir à nouveau dans le monde de Baron Samedi, mon univers d'analyse. Et comme c'est devenu coutume désormais, nous parlerons aujourd'hui de One Piece. Comme le titre de la vidéo l'indique, nous aborderons l'histoire de Monkey D. Dragon, l'homme le plus dangereux du monde, ainsi que le père du futur roi des pirates. Alors pour brièvement vous expliquer le contexte, l'an dernier j'avais déjà bâti une théorie sur le personnage, en me basant sur certaines informations données lors de la rêverie. Et ce sont justement les petites phrases dites durant cet arc qui m'ont poussé à enquêter sur Dragon. Je vais donc vous proposer une étude sur le personnage, son passé et ses origines, ainsi que la possible véritable raison de sa grande prime. Voilà, je pense en avoir fini pour l'intro, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vidéo, et je vous prie de bien vous installer, car nous allons commencer. Alors déjà nous allons définir qui est Dragon. La première fois que notre personnage vous est introduit, c'est dans la ville iconique de Lockdown. Cette ville n'est pas anecdotique, car elle est celle qui a vu naître et mourir le roi des pirates. Il y retrouvera un Luffy sur le point de rendre son dernier souffle, lui sauvera la vie et bénira son départ pour Grand Line. Durant des années, on se demandera qui est ce bienfaiteur, jusqu'à ce que Garp ne révèle à Luffy qu'il est son père, mais aussi l'homme le plus recherché du monde. Ce qui définira d'ailleurs l'importance de la famille Monkey D, car cette famille spéciale possède en son sein le plus grand héros de la marine, le commandant des révolutionnaires, ainsi que le futur roi des pirates. Nous parlons donc de la lignée la plus dangereuse au monde, une lignée d'hommes qui a sauvé, qui sauve et qui sauvera encore le monde de One Piece à plusieurs reprises. Et Monkey D. Dragon semble bien suivre cet héritage. En effet, il a monté une armée de révolution qui est devenue l'ennemi direct du gouvernement mondial. Et bien que tous les personnages et nous-mêmes nous demandons quel est son but, il a bien révélé que le monde connaîtrait bientôt sa réponse. Et aujourd'hui, alors que le monde de One Piece entre dans sa rêverie, Dragon a convoqué tous ses commandants. Autour de sa table ronde, il prépare son ultime bataille. Ceci, mes amis, est le point de départ de la toute nouvelle histoire que je vais vous raconter. Déjà, la première question que je dois vous poser, c'est est-ce que vous connaissez l'histoire du roi Arthur? Arthur Pendragon, fils de Uther Pendragon, est un roi de légende de la Bretagne de l'époque. La base de la jeunesse du roi Arthur sera très importante dans cette vidéo d'analyse. En effet, le roi Arthur est un enfant né d'un amour interdit. Alors qu'il est le fils du roi, il vivra éloigné du trône par le sorcier Merlin. Grâce à son mentor, il y vivra comme un simple garçon de ferme, ou un petit noble selon les légendes. Ce n'est que quelques années plus tard qu'Arthur deviendra roi, lorsque sur le chemin il trouvera l'épée des rois, qui comme elle le sous-entend, ne peut être retirée que par le roi légitime de l'Albion. Mais l'Albion, royaume divisé par la guerre, reniera sa prise de pouvoir. Le royaume d'Albion sombrera dans la guerre, mais Arthur réussira à y mettre fin, et réunira Albion autour d'une même cause. C'est là qu'il créera l'ordre des chevaliers de la table ronde. Or, pour comprendre One Piece, il nous faut connaître la symbolique de cette table ronde. Symbole d'unité, elle réunit tous les seigneurs et chevaliers du royaume. Et tout comme Arthur avait créé cette table, dans le monde de One Piece, un ancien roi de légende a créé une table ronde qui réunifie tous les seigneurs des importantes nations. Ces seigneurs se réunissent tous les 4 ans depuis la fin de l'ancien royaume, et cela pour un seul événement, la rêverie. La table ronde est donc le symbole de la royauté, mais aussi de la seigneurie. Et ce qui est le cas dans la légende du roi Arthur, l'est aussi dans le manga de One Piece, car les tables rondes dans One Piece réunissent soit des chevaliers, soit des rois. Je vous avais déjà fait une théorie dessus que je reprendrai dans mon remake de la théorie sur les légendes arthuriennes. Mais pour cette vidéo, je vous ferai un bref résumé. Nous voyons plusieurs tables rondes dans le monde de One Piece. 3 pour être plus précis. Celle de la rêverie, celle des Shichibukai, mais la plus importante, celle des révolutionnaires. Si vous ne l'aviez pas remarqué, nous voyons bien une table ronde sur l'île des Okama d'Ivankov. Ceci n'est pas un hasard, car elle nous est présentée pendant l'arc de la rêverie. On peut donc voir qu'il y a une volonté d'opposition entre la table de la rêverie et celle des révolutionnaires. Et comme je vous l'ai dit, la table ronde est plus qu'un symbole d'unité. La table ronde représente surtout la royauté. Or, nous pouvons constater que les plus fidèles lieutenants de Dragon ont tous un titre royal ou un titre de chevalier. Nous avons Ivankov, la reine de Newkama Island, Kuma qui nous a été révélé comme un possible roi de Biscuit, et aussi nous avons Sabo, qui est un noble de Goa. Je ne compterai que les plus proches de Dragon, ces derniers suffiront à établir mon exemple. C'est donc dans cette logique que l'an dernier j'en étais arrivé à penser que Dragon était lui aussi un fils de noble. Et c'est le chapitre qui a introduit God Valley qui a tout changé pour moi. Car avec celui-ci, nous avons presque eu la confirmation que Dragon était un fils de noble, et sans doute un fils de Tenryubito. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car on peut aussi se poser une question, comment est-ce qu'un D peut aussi être un Tenryubito? Le seul personnage capable de répondre à cette question est Monkey D. Garp. Si nous voulons comprendre le personnage de Monkey D. Dragon, il nous faut comprendre son père. Or, avec Monkey D. Garp, nous pouvons remonter aux origines des D, ou au moins aux origines de la famille Monkey D, et peut-être même de la famille Gold D.
Mais pour ce faire, nous devons retourner à la base de tout, le royaume de Goa. Goa. Goa a vu naître 3 Monkey D. Remarquez qu'Oda semble bien assister là-dessus, car effectivement, que ce soit Garp, Dragon ou Luffy, ils sont tous nés à Goa. Ceci pourrait nous laisser suggérer que leur lignée était établie à Goa, peut-être même depuis plusieurs générations. Donc si nous pensons lignée, nous devons aussi penser à une sorte de dynastie. Alors est-ce que la famille Monkey D était une dynastie de rois? C'est à la fois possible et à la fois non selon les circonstances. Car la thématique qui semble poursuivre les D est celle liée à l'esclavage. Encore une fois, je vous renvoie aux théories qui assimilent le terme D à d'oreille et donc esclave. Pour ma part, mon avis reste différent sur la signification du D, mais cette signification n'a aucune importance dans ce sujet. Ce qui importe est la façon dont les D sont traités dans le monde de One Piece. Or, les D semblent bien pourchassés dans le monde et traités en esclaves. Je le prouverai lorsque je traiterai du cas de God Valley, mais pour le moment restons à Goa, car l'histoire de Garp et son enfance aura énormément d'importance sur toute cette théorie. Bien qu'on en sache peu sur Garp et les Monkey D, beaucoup d'infos nous ont été distillées par Oda. Par exemple, nous avons cette image de Garp enfant. On remarque qu'il ressemble beaucoup à Luffy, c'est vrai. Mais surtout on observe qu'il n'est pas d'ascendance noble. Il semble être un enfant des forêts ou des montagnes, et surtout il y a ce lien si particulier à la nature et au tigre d'ailleurs. Ceci n'est qu'une petite chose, mais lorsqu'on associe cela à 3 autres détails, on peut aisément deviner les origines de Garp. Et le premier détail est le drapeau de Goa. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le symbole du royaume de Goa qui est édifiant. Alors je vais devoir vous faire un petit disclaimer sur le symbole de Goa. Il faut bien faire la distinction entre la marguerite qui est portée par les nobles et l'autre symbole qui se rapproche un peu plus des signes amérindiens. Vous verrez qu'il y a une certaine différence entre les deux, même si on les considère tous les deux comme des marguerites. Ceci est une explication que je préciserai beaucoup plus tard, lorsque j'aborderai le fait que les royaumes qui appartiennent au gouvernement ont certainement usurpé les symboles des autres nations qui étaient là lorsque l'ancien royaume a été détruit. Ce petit détail, cette petite explication est nécessaire pour comprendre l'argument qui va suivre. Maintenant, nous pouvons reprendre la vidéo. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le symbole du royaume de Goa qui est édifiant. Comme on peut le voir, il y a une sorte de roue sur laquelle 3 plumes sont posées. Au départ, je trouvais étrange qu'un pays lié au gouvernement n'ait pas un symbole plus proche de ce dit gouvernement. Mais en réalité, tout s'expliquerait si le royaume de Goa appartenait avant tout à un autre peuple, celui des îles Célestes, et plus particulièrement celui de Bilka. Et la preuve est ce symbole si étrange. Les plumes nous évoquent les îles Célestes. Alors je vous entends, oui c'est un indice assez minime, mais vous êtes conscient que je ne m'arrête pas à ce genre de petits détails. Je vous révèle les choses au compte-gouttes, en suspense. Car le plus important dans ce symbole de Goa n'est pas la plume, mais la roue. La roue a aussi une forte signification. Et en partant de ce point de vue, je me suis dit que si Goa était lié aux îles Célestes, alors on pouvait trouver sa signification. Bilka et Chandora ont été inspirés par des civilisations amérindiennes. J'ai donc cherché le symbole de la roue chez ce peuple, et c'est là que je l'ai trouvé. Le symbole de cette roue signifie tout simplement foyer. Il faut savoir qu'il existe 2 symboles pour désigner le foyer chez les Indiens. Il y a le tipi, qui signifie la maison temporaire, mais la roue que vous voyez a pour définition maison permanente. Ce qui signifie que si on établissait un lien entre ces plumes qui représenteraient le peuple céleste et cette roue, ceci désignerait Goa comme étant un royaume appartenant au peuple des îles célestes, car le royaume de Goa serait leur maison permanente. Tout ceci s'accorde avec mon second argument, la couverture de cette coloration faite par Oda. Je suis tombé dessus la semaine dernière en relisant le manga. Je vais vous expliquer en quoi cette image est très importante. Déjà dedans, on peut voir que Oda utilisait la venue de Pedro et de Carotte. Comme vous pouvez le constater, il y a bien le jaguar, mais aussi le lapin qui sont présents. Mais le plus important, ce sont les tenues de Luffy et de Nami. D'ailleurs, remarquez qu'aucun autre membre de l'équipage n'est présent. Ceci est un signe qui est très important. Mes amis, ceci est pour moi une possible indication d'Oda sur les origines de Luffy, mais aussi de Nami. Et je tiens d'ailleurs à remercier un de mes abonnés, Charlie Milotte. Si tu regardes, je te salue. En effet, Charlie avait parlé du fait que Nami pouvait être de Bilka lorsque j'avais associé cette île à la Bilka de notre monde en Scandinavie. Et finalement, il y a de grandes chances qu'il ait raison. Nami semble elle aussi posséder un talent pour sentir les choses, comme le ferait un certain Monkey D. Dragon, notamment comme le vent, ce qui associe encore une fois les Monkey D à Bilka, ou au moins à une île céleste. Mais qu'en est-il de Luffy alors? Regardez la tenue de Luffy sur cette image, mais surtout regardez au niveau de l'entrejambe de Luffy. Ce symbole qui pourrait ressembler à un gouvernail devrait aussi vous rappeler un autre symbole que je vous ai introduit depuis plusieurs vidéos. Ce symbole représente tout simplement le drapeau pirate associé à celui du gouvernement mondial.
En d'autres termes, avec ce symbole, Oda nous indique l'unification prochaine du monde. Et c'est là que le mot Peace prend toute son importance. À la différence de Kaido et de Barbe Noire qui ont le même symbole sur leur pavillon et qui veulent imposer la guerre et oppresser les autres, Luffy, lui, ramènera la paix mondiale. Alors, est-ce que vous êtes convaincu que les Monkey D sont des Bilkans? Si vous ne l'êtes toujours pas, j'attaquerai l'argument de Dragon beaucoup plus tard. Pour l'instant, reprenons avec la légende de Garp, le père de Monkey D. Dragon. On peut observer que Garp semble partager beaucoup de traits avec les Bilkans. Si je mise plus sur Bilka que sur Shandora, c'est à cause du talent de Garp pour le combat. Les traits Bilkans sont montrés dans l'œuvre. Ils sont mat de peau et sont aussi des combattants nés, ce qui fait que Garp avait un talent naturel pour devenir un guerrier. Et je pense que c'est ce talent qui l'a fait sortir de sa position d'esclave. Car oui, n'oublions pas que Garp, avant d'être un marine, est un D. La question à nous poser est pourquoi Garp semble avoir eu un meilleur traitement que les autres D. Bien sûr, nous connaissons peu de D dans One Piece, mais souvenez-vous de ceux qu'on a déjà vus. Que ce soit Law ou Roger, Solo ou bien d'autres, à part Oden, je précise, ils ont tous l'air d'être nés pauvres. Mais aussi remarquons que nous avons vu peu de D dans le monde de One Piece. J'ai déjà prouvé qu'il pouvait y avoir des D qui s'ignoraient et qui étaient cachés. Mais ceci n'explique pas pourquoi il y en a si peu. Et à l'époque de Roger, il ne semblait pas y en avoir du tout. Ceci n'est peut-être pas un hasard. S'il y avait peu de D, c'est avant tout parce qu'ils étaient esclaves et surtout sous contrôle. Pour vous le dire en d'autres termes, Garp, Roger et d'autres D étaient la propriété des nobles de leur royaume. Chaque noble devait certainement avoir des D sous contrôle. Et ce qui est intriguant, c'est que East Blue, qui est le symbole de la paix, est pourtant la région qui a fourni au monde ses pires criminels. Mais ceci s'expliquerait si les D de East Blue avaient un fort pouvoir à l'époque. D'où l'obligation de les garder sous contrôle. Pour ma part, j'imagine ceci. Lorsque l'ancien royaume a été détruit, des nobles ont mis les D en esclavage et volé leur territoire. Ceci expliquerait pourquoi le royaume de Goa a un symbole Bilkan. Oda nous dirait que les rois de Goa ne sont pas légitimes. Les membres du peuple de D de East Blue seraient les véritables rois de Goa. D'ailleurs, regardez la muraille qui protège la cité royale du reste de la forêt et des montagnes. Il semble bien qu'il y ait une volonté de séparer les peuples. Alors, est-ce que vous êtes convaincus désormais? Partons de ce scénario. Garp aurait vécu éloigné de la ville, mais par ses talents pour le combat, il se serait fait remarquer. Ce qui me fait penser ça est le jaguar de Luffy dans la coloration. Le jaguar a une énorme signification dans la civilisation amérindienne. En effet, dans les civilisations colombiennes, le guerrier jaguar était le plus fort de tous. Ils avaient des avantages, par exemple, un guerrier jaguar qui naissait pauvre pouvait côtoyer des nobles et protéger le peuple. Maintenant prenons tous ces éléments et écrivons le passé de Garp. Garp était un homme très fort, ce qui l'a conduit à devenir marine, malgré le dit dans son nom de famille. Son talent l'aurait amené à fréquenter les nobles de Goa, et peut-être même ceux du monde, et je pense que c'est là qu'il a dû faire sa première rencontre avec son premier amour, la mère de Monkey D. Dragon. Et ainsi serait née la légende. Connaissez-vous l'histoire de Monkey D. Dragon? Si je vous pose la question, c'est parce que je vous ai raconté celle du roi Arthur dans le chapitre précédent. Or, le roi Arthur est une des sources d'inspiration de Dragon. Il a aussi inspiré Joy Boy et Luffy sur la fin de sa vie, mais ceci sera pour une autre vidéo. Dragon est calqué sur le roi Arthur, c'est un enfant illégitime. Garp aurait eu une liaison avec la princesse de Goa ou une Tenryubito à cette époque. Mais cette union étant taboue, il fallait à tout prix la détruire. Sachant que son enfant était en danger, Garp aurait pris la décision d'éloigner Dragon du monde et l'aurait amené à Goa. Sa femme, elle, lui aurait été enlevée et amenée ailleurs, là où était sa réelle place, sur la vallée des dieux. Dragon, alors qu'il était fils de noble ou fils de Tenryubito, aurait donc été élevé sans connaître ses origines. Son père en aurait fait un marine comme lui pour le protéger du gouvernement, comme il a voulu le faire pour Ace et Luffy. Ce que les deux Monkey D ne soupçonnaient pas était que la violence du monde les rattraperait plusieurs années plus tard, sur une île secrète, désormais connue de tous. Personne ne prévoyait la venue de Roxy Chebek à God Valley. L'incident de cette île a provoqué un séisme dans le monde, notamment dans celui de Garp et de Dragon. Car en s'attaquant à God Valley, Chebek a poussé Garp à révéler son plus grand secret, l'ascendance de Dragon. Il n'y avait plus à le cacher désormais, la mère de Dragon se trouvait à God Valley. Il fallait à tout prix la sauver. Alors j'ignore ce qui s'est passé, je ne suis pas certain que toute la marine ait répondu à l'appel des Tenryubito. Peut-être que Garp y est allé uniquement avec des amis. Mais en tout cas, je peux imaginer pourquoi certains l'ont rejoint. Peut-être que nous avions assisté à l'un des tout premiers Buster Call de l'histoire, ou bien le Buster Call qui poussera quelques années plus tard les Tenryubito à convoquer les amiraux si jamais ils se font agresser, ce qui d'ailleurs pourrait faire un excellent parallèle avec les événements de Shabondi où Luffy a frappé un Tenryubito.
Mais le plus important dans cette histoire de God Valley est de voir la connexion avec Roger, car on sait qu'il a joué un grand rôle pour Dragon. Car justement, en arrivant à God Valley, je pense qu'aucun des 10 présents n'était prêt pour ce qu'il s'apprêtait à voir. Il y a dû y avoir un cycle de violence terrible pour que les gens soient autant marqués des années après. Garp a pris sur lui beaucoup plus que de raison, mais il n'est sans doute pas le seul. Sengoku et Tsuru, qui formaient certainement le Monster Trio de la marine, ont certainement été témoins de la chose. Peut-être même que God Valley fut l'événement qui a poussé un tout jeune Fujitora à s'aveugler après avoir vu cette horreur. Et si la tragédie était aussi horrible, c'est sans doute la raison qui a poussé Dragon à renier son héritage une fois qu'il a découvert qu'il partageait le même sang que le Tenryubito. Et la scène qui me fait penser ça est celle de Sabo lors du flashback de Luffy. Lors de l'incendie du Great Terminal, Sabo rencontrera Dragon et lui confessera sa vérité. « J'ai honte d'être né noble », dira-t-il. Une rencontre non fortuite du destin. Sabo comme Dragon sont tous les deux des personnes qui se sont détournées de leur héritage. Mais il est possible que Dragon soit de ceux qui ont permis de libérer le fléau des Dits dans le monde. Alors qu'est-ce que le fléau des Dits? Je vais vous le raconter. Alors qu'est-ce que le fléau des Dits? J'ai donné ce nom à ce qui suit l'incident de God Valley, car il faut nous poser la question, lorsque Chebek a été défait par Garp et Roger, que s'est-il passé? Pour ma part, je pense que les nobles ne se sont absolument pas remis en question. D'ailleurs, nous avons bien vu qu'à Marijoa, ils se sont entêtés dans leur folie et qu'ils continuent à traiter les gens comme des esclaves. Donc on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé des Dits qui étaient présents sur cette île. On constate que Garp était ému par le devoir, il ne pouvait pas se rebeller. Mais il déteste toujours autant les Tenryubito. A contrario, Roger était un pirate. God Valley sauvé, il a certainement dû accomplir sa plus grande folie. Il s'est attaqué aux Tenryubito. C'est ce que je vais appeler le fléau des Dits. Car souvenez-vous, je vous ai raconté que les Dits étaient une population rare dans le monde parce qu'ils étaient sous contrôle. Le contrôle était exercé soit par les monarques de leur royaume, soit à God Valley. Le fléau des Dits représenterait l'acte de Roger qui a décidé de tous les libérer de leur chaîne et de les faire s'éparpiller dans le monde. Ce qui pourrait expliquer pourquoi dans le monde de One Piece et dans les flashbacks récents, on voit de plus en plus de Dits, d'ailleurs souvent dans des situations pauvres. Pour le cas de Jaguar D-Soul, comme je l'avais teasé, peut-être que c'est Garp qui l'a recruté par rapport à son propre passé. Et parlons d'ailleurs de Fisher Tom, il aurait pu être redevable à Roger pour lui avoir sauvé la vie, et lui aurait construit l'Euro Jackson en réparation. Bien évidemment, si on part du principe que ces deux personnes étaient à God Valley, tout pourrait très bien se goupiller. Je crois que God Valley a créé l'ultime séparation entre Garp et son fils. Nous l'avons vu, Garp est un homme d'honneur qui ne peut aller contre ses principes. Or Dragon, en voyant l'héroïsme de Roger, ne l'a certainement pas accepté. C'est là qu'il a décidé de rejoindre le pirate dans sa quête. À partir de cet instant, tout devient flou pour le personnage. Car dans le chapitre 0, nous voyons bien que Roger et Dragon sont liés. Mais le flashback de Den nous montre bien que le père de Luffy est absent. Faut-il croire que Dragon avait rejoint l'équipage uniquement pour quelque temps? C'est possible. Toutefois, qu'aurait-il fait après les événements de God Valley? Cela nous amène à un événement qu'on associe rarement à Dragon, l'incident d'Ohara. La mère de Robin poursuivait un objectif. Je pense que par un moyen ou un autre, elle a certainement été liée aux révolutionnaires. Soit par son mari, soit par Dragon. D'ailleurs, on parle de God Valley parce que c'est récent, mais l'incident d'Ohara pourrait être aussi un très bon point de départ qui aurait poussé Dragon à créer la cause des révolutionnaires. Si je pense ainsi, c'est à cause du tatouage de Dragon. Et c'est d'ailleurs l'avant-dernier point sur lequel je voulais revenir. On le sait, juste après la mort de Roger, tous ceux qui pouvaient être en rapport avec l'histoire ont été assassinés. Dragon a lui-même assisté à l'exécution de son ami et peut-être de son mentor. Mais quand on voit le Dragon de l'époque, il n'avait pas encore son tatouage, ce qui indique que Dragon n'avait certainement pas créé le mouvement révolutionnaire à cette époque. Alors la question se pose, où et quand a-t-il eu ce tatouage? Là encore, je tiens à remercier un de mes abonnés, Chrony. Je te salue, car grâce à toi, nous sommes arrivés sur une bonne piste. Je ne m'intéressais presque pas au vivre-carte lorsque Chrony m'a parlé de la vivre-carte de Daredas. Et Aredas, le mentor de Nami, celui qui lui a appris à maîtriser le vent et à créer les tempêtes, est originaire de Bilka. Or, quel est le pouvoir de Dragon? Dragon est lui aussi capable de créer des tempêtes de vent. Son navire même est lié au vent, ce qui nous indique que Dragon est peut-être lié à Bilka, car c'est lié à ses origines. Il serait même possible que Aredas ait été son maître, et là je salue le youtubeur Killer Bee, ni le Soubéran, qui a associé Aredas à Merlin. Nous sommes donc en plein dans les légendes arthuriennes. Ainsi, avec tout ça, nous avons la confirmation que Dragon est lié à Bilka. Il y est certainement allé, bien que nous ne sachions pas où aller. Comme vous le savez, je continue de penser que Bilka était sans doute God Valley. Ceci expliquerait beaucoup de choses. Mais revenons au tatouage de Dragon. Nous savons où il l'a eu, mais quelle est sa signification? Comme pour le drapeau de Goa, il faut regarder au niveau des symboles amérindiens. J'en ai vu pas mal, vous me direz auquel vous pensez.
mais pour ma part, ces tatouages signifient le terme savoir. Ce qui voudrait donc dire que Monkey D. Dragon connaît l'histoire de ce monde, et le fait qu'il en porte 3 est intriguant, car le nombre 3 revient souvent avec lui. Et il y a aussi quelque chose que j'associe à ces 3 plumes sur le drapeau révolutionnaire. Ceci lance le dernier chapitre de toute cette théorie. Nous avons établi un passé potentiel pour Dragon et les Monkey D. Maintenant il nous reste 2 questions auxquelles on doit répondre. Quel est son objectif, et pourquoi est-ce qu'on l'a désigné comme le plus grand criminel au monde? La réponse à ces 2 questions, elle a déjà été établie. Rappelons-nous de la table ronde. C'est elle qui a lancé toute cette théorie. La phrase qui a tout bousculé dans ma tête est celle de Garp. Durant la rêverie, c'est son commentaire qui changera ma vision des choses. Garp révèle qu'il est bien au courant des enjeux politiques, et d'ailleurs il abordera notamment la division de la table, les inégalités, la guerre pour le trône à venir. Et c'est d'ailleurs le commentaire de conclusion qu'il dira « drôle de table ronde » qui est intéressant, car c'est justement à cette table ronde que s'oppose celle de Dragon. La table de Dragon réunit des peuples libérés, sans roi, ce qui indique une chose, mais ceci vous ne le comprendrez pas si vous ne voyez pas le drapeau des révolutionnaires. Comme vous pouvez voir sur ce drapeau, vous voyez qu'il y a une sorte de totem doté d'ailes. Ce totem symbolise le peuple originel des Dee, celui de la Bilka originelle. Sur le drapeau, on peut aussi apercevoir une montagne. Or, revenons sur la signification de tous ces symboles. La montagne dans la civilisation amérindienne symbolise l'abondance. Mais de quelle abondance on parle? Là, je vous invite à vous plonger sur la théorie des Nehru que j'avais faite, si vous ne l'avez pas vue. Dedans, j'y avais dit que la Fairyverse était la Pangée de notre monde. En réalité, la Fairyverse serait la Terre originelle, et que les Bilkans étaient venus pour y vivre. Maintenant, regardez ce totem à nouveau. Est-ce qu'il ne ressemble pas à une sorte d'objet volant, ou peut-être même à une fusée? Alors oui, ça peut être tiré par les cheveux, mais je ne fais que lancer une piste. Mais ce qui est le plus intriguant avec ce drapeau, c'est la signification qu'a voulu lui donner Dragon. Pourquoi est-ce qu'il a pris ces symboles? Car pour moi, Dragon veut rétablir les Dee sur le trône. Dragon veut imposer un nouvel ordre, avec de nouveaux rois, ou plutôt un nouveau roi, Joy Boy. Vous souvenez-vous du jour de l'exécution de Luffy à Locktown? On s'est toujours demandé pourquoi Dragon était revenu à cet instant. Mais là encore, il n'est peut-être pas revenu par hasard. Dragon va souvent à East Blue, car il surveille Luffy. Beaucoup disent que Dragon est allé à Locktown, car il voulait recruter Luffy. Et je suis pour cette idée. Car ceci prouverait que Dragon connaissait le projet de Roger, faire de Ace le nouveau Joy Boy. Or, à la différence de Roger, Dragon lui aurait décidé de miser sur son fils, qui est né à Down, la terre du renouveau. Et lorsque Luffy a eu sa première prime, il est allé le prendre sous son aile pour le mettre sur le trône. Mais quand son fils a décidé de devenir pirate, il l'a laissé aller au bout du monde. Mais tout ceci ne nous dit pas pourquoi Dragon est autant recherché et pourquoi est-ce qu'il a une telle prime. On pourrait se dire que c'est parce qu'il s'attaque au tabou de ce monde, oui c'est vrai. On peut aussi dire qu'il veut détruire la table ronde et la remplacer, oui c'est aussi vrai. Mais si on continuait dans la comparaison avec le roi Arthur, peut-être que l'on pourrait aller beaucoup plus loin. Nous savons que le roi Arthur était le roi légitime d'Albion. Et Albion, vous le verrez dans mes vidéos, ressemble beaucoup à l'ancien royaume. Et la mort du roi Arthur est très similaire à celle de Joy Boy. Si vous ne connaissez pas sa légende, je vous invite à la lire ou à regarder mes anciennes vidéos là-dessus. On pourra ainsi se poser l'ultime question. Et si Dragon, tout comme le roi Arthur, était poursuivi par Im, car il est l'un des possibles héritiers légitimes du trône? Peut-être bien qu'en réalité, ce trône pour lequel tout le monde se bat, le trône vacant, a été fait pour Dragon. Pour cette raison, le gouvernement a mis une prime illimitée sur sa tête, car si jamais la vérité éclatait, la guerre des 20 familles pour le trône plongerait le monde de One Piece dans un chaos infernal. Alors est-ce que Monkey D. Dragon est le roi de ce monde? Là encore, seul Oda le sait. Ainsi se termine cette théorie. Je suis très heureux de l'avoir fait et je suis très heureux que vous m'ayez suivi encore dans cette histoire avec moi. Comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis j'essaierai d'y répondre au maximum de mes capacités. D'ailleurs, si le fait de lire ne vous dérange pas, je vous invite à lire mes anciennes vidéos sur les légendes arthuriennes. J'espère faire un remake d'ici quelques temps, donc si vous n'êtes pas intéressé, le remake arrivera bientôt. En tout cas, je vous remercie pour toute la visibilité que vous avez donnée à mes vidéos, et je vous dis à très bientôt. Et on se reverra sur Grand Line.